En 2022, le Burkina Faso a connu 2 coups d'État en 8 mois. Un record tragique dans une région déjà saturée de crise. Au centre de cette turbulence, Ibrahim Traoré, capitaine de 34 ans, s'est imposé comme le visage d'une nouvelle génération militaire africaine, déterminée à rompre avec l'ère postcoloniale. Sous son commandement, Ouagadougou a tourné le dos à Paris et ouvert la porte à Moscou, promettant la souveraineté totale, tandis que le PIB par habitant plafonne à 912 $. Mais derrière la rhétorique du redressement, un paradoxe s'installe. La quête d'indépendance semble nourrir une dépendance plus subtile. Dès son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré a promis de rendre le Burkina Faso maître de son destin. Son discours séduit une population jeune, lassée des élites corrompues et d'une dépendance chronique envers l'aide étrangère. L'objectif affiché est clair: restaurer la sécurité dans un pays où plus de 40% du territoire échappe au contrôle de l'État et bâtir une économie résiliente sans tutelle extérieure. Mais cette promesse s'accompagne d'un risque colossal. Le pays, enclavé et classé parmi les 10 plus pauvres du monde, tire encore 45% de son budget de l'aide internationale. Dans cette équation précaire, chaque décision politique devient un pari sur la survie nationale. Traoré n'incarne donc pas seulement une révolte contre un ordre établi. Il cristallise la tension fondamentale entre souveraineté et dépendance, entre fierté et fragilité. C'est ce paradoxe, celui d'une émancipation qui pourrait coûter son équilibre, que le Burkina Faso s'apprête à tester. Pour comprendre le phénomène Ibrahim Traoré, il faut revenir au chaos progressif du Sahel. Depuis 2015, le Burkina Faso est devenu l'un des épicentres du terrorisme djihadiste. Plus de 2000 attaques recensées, 2 millions de déplacés internes, une économie rurale dévastée. Les gouvernements précédents, appuyés par la France et ses opérations militaires, n'ont jamais réussi à contenir la menace. La frustration populaire a nourri un discours de rupture, celui d'une jeunesse convaincue que l'alliance avec l'Occident ne protège plus, mais fragilise. C'est dans ce vide de confiance qu'émerge Traoré. Son image, treillis impeccable, regard fixe, ton mesuré, tranche avec les politiciens traditionnels. Il parle de assainir la maison avant de discuter d'aide internationale, de reprendre la terre avant de négocier des budgets. Ce pragmatisme martial lui vaut un soutien spontané, bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Sur les réseaux sociaux, son visage circule comme celui d'un chef africain moderne, symbole d'une souveraineté retrouvée. Mais la véritable révélation réside ailleurs. Derrière le patriotisme ardent se cache une stratégie géopolitique calculée. En se rapprochant de Moscou, Ouagadougou cherche non seulement une alternative militaire, mais aussi un levier diplomatique pour redéfinir les règles du jeu régional. Ce basculement signale moins une fuite idéologique qu'une reconfiguration du pouvoir. Le Burkina Faso veut passer du statut de client à celui d'acteur. La vraie question devient alors: jusqu'où ce repositionnement peut-il aller sans provoquer un nouvel isolement? À l'intérieur du cercle restreint du pouvoir, Ibrahim Traoré s'impose comme une figure à la fois pragmatique et énigmatique. Il refuse le protocole des chefs d'État classiques, pas de costume, peu de discours télévisés et une communication contrôlée au millimètre. Ce dépouillement volontaire lui confère une autorité singulière, celle d'un soldat resté proche du terrain. Pour ses partisans, il incarne le retour de la discipline et de la dignité. Pour ses détracteurs, un populisme militaire masqué par le langage de la réforme. Les premiers effets de sa gouvernance se font rapidement sentir. En moins d'un an, plusieurs bases françaises ferment, les manuels scolaires sont réécrits pour réhabiliter la mémoire nationale, et un nouveau programme d'autosuffisance alimentaire voit le jour. Les chiffres officiels évoquent une baisse de 14% des attaques armées, mais les observateurs indépendants notent une intensification des violences dans certaines provinces du Nord. L'État reprend pied à l'ouest, perd du terrain à l'est, une stabilisation partielle qui traduit la complexité du front.
Traoré apparaît donc comme le guide d'un équilibre fragile. Restaurer la confiance sans sombrer dans la militarisation permanente. Son défi n'est pas seulement de reconquérir un territoire, mais de redonner un horizon politique à un peuple épuisé. Et dans ce Burkina en quête de repères, chaque décision, du ton d'un discours à la nomination d'un préfet, devient un signal mesuré d'autorité. La séquence qui conduit à la prise du pouvoir par Ibrahim Traoré débute dans la poussière des garnisons du Nord, bien loin des salons de Ouagadougou. En janvier 2022, un premier coup d'État renverse le président Roch-Marc Kaboré. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, présenté comme un officier modéré, promet alors de rétablir la sécurité. Mais 6 mois plus tard, le désenchantement est total. Les attaques djihadistes se multiplient. Des convois humanitaires sont bloqués. Et l'armée se divise entre partisans du dialogue et partisans de la confrontation. C'est dans ce contexte qu'émerge le capitaine Traoré, alors commandant d'un régiment d'artillerie à Kaya. En septembre 2022, ces hommes marchent sur la capitale. En 48 heures, Damiba est écarté sans effusion majeure de sang. Le nouveau maître de Ouagadougou prête serment en treillis, la main posée sur la Constitution. Le ton est donné. La rupture sera totale. Dès les premières semaines, Traoré met fin à la coopération militaire avec la France, exige le départ du contingent de l'opération Sabre et annonce une refondation souveraine. En parallèle, il ouvre des canaux discrets avec la Russie et le Mali, où les juntes militaires partagent la même rhétorique de désoccidentalisation. Un axe informel prend forme, soutenu par la promesse d'un appui logistique et de conseillers russes. Sur le plan intérieur, la communication du régime s'intensifie. Les médias publics diffusent des séquences exaltant les forces de défense et de sécurité, tandis que les manifestations pro-Traoré remplissent les places des grandes villes. Une rhétorique d'auto-affirmation s'installe. « Nous ne sommes plus des assistés », répète le capitaine dans ses rares allocutions. Les drapeaux russes brandis par les partisans ne traduisent pas tant une adhésion idéologique qu'un rejet viscéral de l'ancien ordre. Mais la transformation n'est pas que symbolique. Une réorganisation territoriale est lancée. Création de zones de défense locales, recrutement de dizaines de milliers de volontaires civils armés, réécriture du budget pour orienter 30% des dépenses vers la sécurité et les infrastructures rurales. Ces décisions, saluées par une partie de la population, inquiètent néanmoins les partenaires internationaux. Elles brouillent la frontière entre États et milices. Entre 2022 et 2024, les données disponibles dessinent une tendance contrastée. Le nombre d'incidents sécuritaires recensés par l'ACLED diminue d'environ 15%, mais les pertes civiles demeurent élevées. L'économie, amputée du soutien budgétaire occidental, recule de 2 à 3%. Pourtant, le régime conserve une popularité inédite. Dans un pays où l'espoir s'était dissous, la figure de Traoré incarne l'idée d'un destin réapproprié. 3 ans après l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir, les chiffres racontent une histoire nuancée. Selon l'ACLED, le pays a enregistré environ 250 incidents violents en 2024, contre 460 en 2022. Une baisse de 14%, certes, mais inégalement répartie. Les régions de l'Ouest, boucle du Mouhou et Haut-Bassin, voient les attaques chuter de moitié, tandis que le Nord et l'Est restent des zones rouges. Le ministère de la Défense revendique la libération de 32 communes depuis 2023. Mais les organisations humanitaires comptent encore 2,2 millions de déplacés internes, soit un Burkinabé sur 10. La rupture avec les bailleurs occidentaux a laissé un vide immédiat. L'aide extérieure, qui représentait 45% du budget national en 2021, est tombée à 27% en 2024. En conséquence, la croissance réelle s'est contractée de 2 à 3% en 2023, avant de remonter à 1% l'année suivante, portée par la production aurifère et les taxes minières. Les exportations d'or ont atteint 2,9 milliards d'USD, mais la dépendance à ce secteur expose le pays
à une volatilité extrême. Parallèlement, le gouvernement a lancé un programme de souveraineté alimentaire visant à tripler la production de sorgho. Les données agricoles montrent une hausse de 18% des surfaces cultivées, mais la logistique reste déficiente. Les indicateurs humains stagnent. Le taux d'alphabétisation plafonne à 44%. La pauvreté monétaire touche 35% de la population et les infrastructures sanitaires demeurent fragiles. Les dépenses militaires, passées de 13% à 31% du budget, absorbent les marges de manœuvre budgétaires. Pourtant, l'indice de confiance dans les institutions atteint 67% selon Afrobarometer, un bond spectaculaire de 25 points depuis 2021. Ce capital symbolique est la ressource principale du régime Traoré. Il compense la rareté des résultats tangibles par un surplus de crédibilité populaire. Le pays s'est repositionné dans l'alliance AFI-IS aux côtés du Mali et du Niger. Les indicateurs de coopération montrent une hausse de 26% des échanges intra-régionaux, mais une chute de 70% des flux commerciaux avec l'Union européenne. Les sanctions occidentales ont réduit l'accès aux financements multilatéraux, obligeant le régime à recourir à des prêts bilatéraux plus opaques, notamment auprès de fonds souverains russes et émiratis. Le delta global est clair. La sécurité s'améliore modestement, l'économie se contracte, la confiance augmente et la dépendance se déplace d'ouest en est. Dans les tableaux de bord du pouvoir, ce mélange paradoxal était présenté comme une transition maîtrisée. Pour les analystes indépendants, c'est surtout un exercice de déséquilibre contrôlé, où chaque avancée sectorielle s'achète au prix d'un recul ailleurs. Les critiques occidentales décrivent la trajectoire d'Ibrahim Traoré comme une dérive autoritaire maquillée en souveraineté. Selon elle, la fermeture des bases françaises, la dénonciation de certains accords de défense et la censure de médias internationaux illustreraient un glissement dangereux. Dans cette lecture, le patriotisme devient un paravent pour concentrer le pouvoir et marginaliser toute opposition civile. Le risque, affirment ces observateurs, serait celui d'un isolement économique durable et d'une militarisation de la gouvernance, incompatible avec les institutions démocratiques promises au départ. Mais un autre camp, plus proche du terrain, défend une vision différente. Il rappelle qu'avant 2022, le pays perdait en moyenne 40 postes administratifs par mois sous la pression djihadiste et que 60% du territoire échappait à l'État. Pour ses partisans, la centralisation du pouvoir n'est pas un choix idéologique, mais une mesure de survie. Sans discipline verticale, soutiennent-ils, aucune reconquête ne serait possible. En d'autres termes, sans contrôle militaire, pas de stabilité, et sans stabilité, pas de développement. Entre ces deux pôles, les données tracent une ligne médiane. Le nombre d'attentats a effectivement diminué. La reprise économique reste fragile. Les libertés publiques se sont resserrées. Les indicateurs d'opinion confirment que la majorité des Burkinabés privilégie aujourd'hui la sécurité à la pluralité politique. Cela ne signifie pas un rejet de la démocratie, mais une hiérarchie pragmatique des urgences. Le dilemme que pose Ibrahim Traoré est donc moins moral que structurel. Comment restaurer la souveraineté sans compromettre la gouvernance ? L'expérience du Burkina Faso montre que le nationalisme peut devenir un instrument de stabilisation, à condition qu'il ne se fiche pas. En doctrine. Si le régime parvient à transformer cette phase d'exception en cadre institutionnel durable, il aura créé un précédent inédit dans le Sahel. Sinon, l'histoire le jugera comme une parenthèse de résistance, pas une renaissance politique. Lors d'une réunion restée confidentielle, Ibrahim Traoré a déclaré « Le ciel n'était plus silencieux ». Cette phrase marque un tournant dans la perception de la souveraineté burkinabé. Ce n'était plus un discours politique, mais une révélation stratégique. Le pays n'était pas seulement observé, il était ciblé. Derrière le mythe des drones invisibles,
Le pouvoir comprit que la bataille du Sahel ne se jouait pas au sol, mais dans l'espace informationnel. Ce glissement, discret mais décisif, explique la seconde moitié de la trajectoire burkinabé, le passage de la réaction militaire à la maîtrise du récit. Ce n'est plus seulement une guerre pour défendre le territoire, mais pour contrôler le sens de ce territoire. Dans les mois qui ont suivi, chaque silence du pouvoir, chaque non-déclaration publique faisait partie d'un langage calculé, celui d'un État qui apprend à parler moins pour exister plus. Les conséquences de la trajectoire engagée par Ibrahim Traoré se lisent d'abord dans les chiffres, mais aussi dans la texture quotidienne du pays. 3 ans après la rupture, le Burkina Faso vit à la fois une consolidation et une mutation silencieuse. Le pouvoir a réussi à réduire les foyers de dissidence urbaine grâce à un contrôle resserré des associations et des médias. Le Conseil de transition, initialement conçu comme un organe provisoire, s'est institutionnalisé. 80% de ses membres sont issus de l'armée ou des forces de sécurité. L'administration civile s'est militarisée par capillarité, modifiant la hiérarchie décisionnelle jusque dans les provinces. Ce modèle, inspiré du Mali voisin, a produit un effet paradoxal, une efficacité logistique accrue, mais au prix d'un appauvrissement du débat public. Dans les zones rurales, le régime a gagné un ancrage inédit. Les programmes de reconstruction communautaire ont permis la réouverture de 312 écoles et la relance partielle de la production cotonnière. Cependant, la pression sécuritaire a transformé la société civile. La frontière entre citoyens et combattants s'estompe. Les volontaires pour la défense de la patrie représentent aujourd'hui près de 80 000 hommes, armés et encadrés par l'armée, mais sans statut juridique clair. Ce flou nourrit des abus documentés par plusieurs ONG, bien que le gouvernement les présente comme des effets collatéraux de la reconquête. L'autonomisation progressive du Burkina Faso s'accompagne d'un réalignement profond. La coopération avec la Russie et le Mali a permis la création de corridors d'approvisionnement parallèles, notamment pour le carburant et le blé. Ces flux contournent le système bancaire occidental via des règlements en roubles et en francs CFA. Résultat, un gain d'indépendance stratégique, mais une exposition accrue aux sanctions et à la volatilité des partenaires. Sur le plan symbolique, Traoré a restauré un sentiment de dignité nationale. Dans les sondages internes, 72% des répondants déclarent avoir retrouvé la fierté d'être burkinabé. Mais cette fierté repose sur un équilibre fragile. L'économie reste vulnérable, la presse encadrée, et la jeunesse, massivement mobilisée en ligne, oscille entre ferveur patriotique et impatience sociale. En somme, le régime Traoré a transformé le pays en un État, sous tension productive. Chaque avancée s'obtient par la contrainte. Chaque succès contient sa propre menace. La souveraineté s'y mesure moins en indépendance qu'en endurance. Le pouvoir d'Ibrahim Traoré se comprend moins comme une succession d'événements que comme un système de motifs récurrents, une grammaire du contrôle forgée dans l'urgence. 3 lignes de force structurent ce modèle. Chaque décision, qu'il s'agisse d'un déplacement présidentiel ou d'une réforme budgétaire, suit une logique de hiérarchie absolue. La chaîne du commandement militaire s'est étendue au champ civil. Mairie, direction régionale, ministère. Cette centralisation produit une efficacité apparente, mais surtout une dépendance à la figure du chef. Dans ce modèle, l'État n'est pas un ensemble d'institutions, mais une projection de l'autorité unique. Le régime a compris que la guerre ne se gagne pas seulement sur le terrain, mais dans l'imaginaire. Les symboles visuels, drapeaux, uniformes, hymnes revisités, sont utilisés comme instruments de cohésion. Chaque apparition d'Ibrahim Traoré est calibrée. Le treillis, la sobriété du ton, l'absence de faste. Ce dépouillement construit une mythologie du soldat du peuple, comparable à celle des leaders révolutionnaires du XXe siècle, mais transposée à l'ère numérique. Les réseaux sociaux deviennent alors le champ principal de la bataille narrative. Hashtag patriotique, vidéos de ralliement, slogans simplifiés.
Le pouvoir occupe l'espace cognitif avant l'espace géographique. Dans un pays où les ressources sont limitées, la rareté devient un levier politique. Le silence du président, les allocutions rares, les images contrôlées créent une attente constante, une dramaturgie du pouvoir où chaque parole pèse. Cette stratégie inverse les codes de la communication moderne. Moins le chef parle, plus sa parole va haut. Pris ensemble, ces trois motifs dessinent un modèle d'autorité postmoderne, à la fois archaïque dans sa verticalité et technologique dans sa diffusion. Traoré n'imite pas les états forts du passé. Il invente une forme hybride adaptée à la fragilité du contexte sahélien. La lecture de ce pattern révèle une intention plus large. Faire du Burkina Faso non pas un État modèle, mais un prototype, un espace test, où se redéfinit la souveraineté à l'ère des dépendances croisées. L'enjeu n'est plus seulement la survie nationale, mais la redéfinition même du mot « État » dans un environnement post-occidental. Le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré ressemble à une citadelle en construction sous le feu. Les murs se dressent vite, les matériaux sont improvisés, et chaque pierre posée doit à la fois protéger et prouver. Dans cette forteresse inachevée, les ouvriers sont aussi les gardiens, les soldats aussi les architectes. Rien n'est figé, tout est sous tension. La métaphore de la citadelle dit deux choses à la fois, la volonté d'ordre et la précarité de cet ordre. Les remparts symbolisent la souveraineté retrouvée, mais aussi l'isolement progressif. À mesure que le mur s'élève, la vue se rétrécit. L'État se protège du monde, mais se prive peu à peu de sa lumière. Dans cette architecture paradoxale, Traoré joue le rôle du maître d'œuvre silencieux. Il surveille la cohérence du chantier, sans toujours en révéler le plan. Sa force est de maintenir la conviction collective que la citadelle tiendra, même quand les fondations craquent. Son pari, que la foi dans le projet remplace, au moins temporairement, la solidité du béton. Ainsi se cristallise le modèle burkinabé. Un pouvoir en quête de permanence dans un espace mouvant. Ce n'est ni un État achevé, ni un régime de transition, mais un chantier vivant. Un lieu où la stabilité n'est pas un état final, mais un acte continu de résistance structurée. Le point culminant du récit d'Ibrahim Traoré se joue le jour où l'État décide de fermer l'accès à plusieurs médias internationaux accusés de désinformation hostile. Dans les rues de Ouagadougou, la scène est double. D'un côté, les foules qui acclament la décision comme un acte de souveraineté. De l'autre, les visages inquiets de ceux qui comprennent qu'un seuil vient d'être franchi. Ce geste, apparemment administratif, devient le climax politique du régime, l'instant où la souveraineté cesse d'être un discours pour devenir un réflexe défensif. Pour la première fois, le pouvoir assume publiquement que le contrôle de l'information vaut autant que le contrôle du territoire. La guerre, désormais, est narrative. Dans les jours qui suivent, les réseaux sociaux s'embrasent. Les partisans parlent de victoire culturelle, les opposants d'étouffement progressif. Le silence présidentiel, encore une fois, agit comme un catalyseur. Il transforme la polémique en symbole. En refusant d'expliquer, Traoré verrouille le sens. Ce moment est le point de non-retour. Le régime ne peut plus revenir à une transparence libérale sans affaiblir son autorité. Le Burkina entre alors dans une zone inédite, ni dictature assumée, ni démocratie ajournée, mais une expérience politique radicale, où chaque restriction devient une preuve de puissance et chaque silence un instrument de contrôle. Après le tumulte, le temps semble se figer. Ibrahim Traoré, désormais solidement installé, ne cherche plus à convaincre. Il administre. La parole se raréfie. Les images officielles se réduisent et le pouvoir se replie dans une mécanique discrète mais constante. Ce n'est plus l'ère des proclamations, mais celle de la maintenance. Dans les rues, l'ordre s'est imposé sans euphorie. Les checkpoints demeurent, les slogans se répètent, et les journaux locaux parlent davantage d'infrastructures que d'idéologie. Le régime s'est normalisé, non pas en s'ouvrant, mais en s'enracinant. Pourtant, derrière cette stabilité apparente,
la tension persiste. Les alliés régionaux observent, les partenaires internationaux calculent et la population, partagée entre résilience et lassitude, attend un signe. Traoré, lui, parie sur le temps long. Il mise sur l'usure du chaos, sur la lassitude du monde extérieur, pour transformer la crise en nouvel ordre. Ainsi se clôt le cycle, non pas par une victoire éclatante, mais par une cristallisation silencieuse. Le capitaine devenu chef d'État n'a peut-être pas redéfini la démocratie, mais il a imposé un nouveau rythme politique, celui d'un pays qui avance en maintenant la tension, comme un arc bandé qui refuse de se détendre. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas celle d'un pouvoir conquis, mais d'un vide comblé. Dans un espace fracturé par les insurrections et les ingérences, il a créé un ordre de substitution, fragile, mais fonctionnel. Le postulat qui émerge est simple. Là où l'État classique échoue, l'autorité charismatique devient infrastructure. Ce modèle n'est pas exportable, mais il est lisible. Il révèle une mutation du politique en Afrique sahélienne. La souveraineté n'y est plus un statut juridique, mais une performance continue de résistance. Le Burkina Faso sert ainsi de prototype à une génération d'États qui redéfinissent leur existence non par le droit, mais par la persistance. Dans cette équation, la question n'est plus jusqu'où ira Traoré, mais combien de temps cette tension peut-elle durer? Tant que la citadelle tiendra, le récit continuera de se réécrire. Et peut-être est-ce là, paradoxalement, la forme contemporaine la plus honnête du pouvoir, celle qui ne promet pas l'éternité, mais tient bon dans le réel.